Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'était des signaux analogiques, c'est-à-dire des fonctions continues du temps, et qui étaient produits par des systèmes analogiques, ou bien qui étaient transformés par des systèmes analogiques. Et on les observait donc à la sortie de systèmes analogiques. Donc ces signaux, on va les traiter, soit pour les transformer de nouveau, soit pour extraire l'information qu'ils véhiculent. Et ce traitement va se faire en numérique, donc à partir de signaux numériques échantillonnés. Et donc pourquoi des traitements numériques? Parce que, comme je vous l'ai dit au début, c'est des traitements qu'on peut implanter facilement sur un PC ou sur un processeur spécialisé. Donc au départ, vous avez un signal analogique, donc qui est une fonction continue du temps. Ce que vous avez en abscisse ici, c'est un temps continu. Et on va l'échantillonner, c'est-à-dire qu'à intervalles de temps réguliers, on va prélever des échantillons du signal. Et on appelle donc la période d'échantillonnage donc si on a une période d'échantillonnage TE, c'est-à-dire qu'entre deux échantillons successifs, il s'écoulera un temps TE. Et donc, on aura ce qu'on appelle une fréquence d'échantillonnage. Nu-E égale 1 sur TE. Donc entre deux échantillons successifs, il s'écoule une durée TE, qui est la période d'échantillonnage, et la fréquence d'échantillonnage, c'est l'inverse de la période d'échantillonnage. Donc on la note nu-E, 1 sur TE. Donc on va avoir un signal échantillonné, c'est-à-dire qu'on va transformer une fonction continue du temps en une suite de valeurs numériques. Donc un signal échantillonné, on peut l'assimiler à une suite numérique dont les éléments appartiennent à R. Alors, le problème, c'est que l'ordinateur ne traite pas des nombres réels. Il traite des nombres qui sont codés sur un certain nombre de bits, donc qui ont nécessairement une précision finie. Si vous avez 8 bits, vous codez par exemple vos nombres comme des entiers entre moins 128 et plus 127. Vous pouvez aussi faire des codages en virgule flottante, et dans ce cas-là, vous avez sur 16 bits, vous avez 4 bits par exemple réservés à l'exposant et 12 bits réservés à la mantis. Bref, quel que soit le codage que vous utilisez, vous avez toujours pour coder chaque nombre un nombre limité de bits et donc une précision finie. Et donc, ce signal échantillonné, il va falloir le quantifier. Le quantifier, ça veut dire approcher chaque valeur réelle par la valeur disponible dans le système de codage la plus proche possible. Donc imaginez par exemple que vous codiez votre nombre sur 8 bits. Eh bien, vous avez à votre disposition 256 valeurs possibles entre moins 128 et plus 127. Et chaque valeur réelle du signal, vous allez l'approcher par l'entier le plus proche. D'accord? Donc j'ai mon signal échantillonné. J'ai défini un certain nombre de niveaux de quantification qui sont les lignes pointillées là, les lignes horizontales. Chaque niveau de quantification correspond par exemple à un entier. Et chaque échantillon du signal va être approché par le niveau de quantification le plus proche, de manière à le coder sur un nombre de bits restreint. Et ce sont ces deux opérations, échantillonnage plus quantification, qu'on appelle la numérisation.
D'accord? Donc la numérisation, c'est d'abord une discrétisation du temps. On prélève le signal on prélève des échantillons à des instants discrets. Puis une discrétisation des valeurs du signal. C'est-à-dire qu'on passe d'une suite numérique qui prend ses éléments dans tout R à une suite numérique dont les éléments appartiennent à un sous-ensemble fini de R. Ça, un signal numérique, c'est une suite numérique dont les éléments sont dans un sous-ensemble fini de R. Si vous faites un codage sur 8 bits, eh bien votre sous-ensemble il a 256 éléments. Et donc une fois qu'on a notre signal numérique, eh bien, on va pouvoir faire un traitement numérique, c'est-à-dire traiter le signal comme une suite de nombres, pour ensuite pour le transformer ou extraire l'information. Donc si l'objectif c'est d'extraire l'information, on extrait l'information. Sinon, si l'objectif c'est juste de transformer le signal, eh bien après traitement, on va reconvertir le signal numérique en analogique. C'est pourquoi il a été modifié la courbe. C'est pas le nom qui... Si on fait un traitement du signal, on risque de transformer le signal. Non, après le traitement numérique. Oui. On voit la courbe et parce que le traitement modifie le signal. Alors maintenant, on va voir donc, les représentations d'un signal échantillonné. Alors dans ce cours, en fait, on ne va pas s'intéresser à la quantification. On va juste s'intéresser à l'échantillonnage, et puis on va supposer que la quantification se fait sur un nombre de bits assez important, de manière à avoir une précision presque infinie. Alors d'abord la représentation temporelle. Donc vous avez un signal analogique. Et puis on va l'échantillonner. Donc à intervalle de temps régulier, on va prélever un échantillon. Alors, la première manière de voir le signal numérique, le signal échantillonné, c'est, comme je l'ai dit, une suite numérique. Donc, première représentation, c'est de voir ça comme une suite numérique. Donc on a une suite S de NTE avec N appartenant à Z. Donc là, on a un instant TE, 2 TE, 3 TE, et ainsi de suite. Donc on a une suite de... Donc ça c'est S de T. On a une suite de valeurs S de NTE avec N appartenant à Z. Donc une suite numérique qu'on va noter
S crochet de n. D'accord? Donc quand on mettra S et entre crochets n, ça voudra dire S de nte. Puisque une fois qu'on aura défini la période d'échantillonnage, le TE sera implicite. Et pour bien indiquer qu'on est en numérique et que c'est non pas le temps n mais nte, on va mettre entre crochets. N, c'est la position de l'échantillon. Pour l'échantillon numéro 0, c'est S de 0. L'échantillon numéro 1, c'est S de TE. S de 2TE pour le deuxième, et ainsi de suite. Il y a une deuxième représentation, c'est de représenter ça comme une suite comme une superposition de Dirac. Donc ça c'est en rouge, c'est la première représentation. La deuxième représentation, c'est comme une fonction du temps. On va écrire SE de t, donc le signal échantillonné fonction du temps. C'est la somme des S de nte delta de t moins nte, avec n appartenant à z. D'accord ? C'est-à-dire que je représente mon signal échantillonné comme une fonction du temps. Et comme cette fonction du temps n'est définie qu'aux instants multiples de TE, eh bien, je vais définir ça comme la superposition de fonctions de Dirac localisées aux instants multiples de TE et pondérées chacune par S de nte. D'accord ? Donc là, j'ai delta de t pondéré par S de 0. Là, j'ai delta de t moins te pondéré par S de te. Delta de t moins 2te pondéré par S de 2te, et ainsi de suite. C'est juste une représentation. Donc deux représentations temporelles possibles. Soit on voit le signal numérique comme une suite réelle, soit on le voit comme une fonction du temps qui est un peigne de Dirac pondéré par les valeurs des échantillons. Maintenant, la représentation fréquentielle. Alors, pour avoir la représentation fréquentielle, le plus simple, c'est de partir de cette expression comme fonction du temps et de calculer la transformée de Fourier. Donc, on va noter ça, le spectre du signal échantillonné, on va le noter grand S indice E de nu. Et par définition, c'est la transformée de Fourier de SE de t. C'est-à-dire, alors on ne va pas calculer l'intégrale, on va prendre la transformée de Fourier de ça. Ça, c'est quoi? C'est une somme de fonctions pondérées par des constantes.
comme la transformée de Fourier linéaire, ça veut dire que la transformée de Fourier de ça, c'est la somme pour n appartenant à z des S de NTE, TF, de delta de T moins NTE. D'accord? J'utilise la linéarité de la transformée de Fourier, sachant que ça, c'est une constante. Ça ne dépend pas de T. Ça, on connaît, la transformée de Fourier d'un Dirac. Donc, c'est la somme pour n appartenant à z des S de NTE exponentielle moins j de pi nu NTE. OK? Et donc, je pourrais écrire ça comme ça. La somme pour n appartenant à z des S crochet de n E moins j de pi nu NTE. Pour delta de t, c'est égal à 1. Pour delta de t moins NTE, c'est exponentielle de quelque chose. On l'a montré ça. Voilà, donc vous voyez, en fait, finalement, on aboutit à quelque chose qui ressemble à la transformée de Fourier, sauf qu'on a remplacé l'intégrale par une somme, S de t par S crochet de n, et E moins j de pi nu t par E moins j de pi nu NTE. Donc c'est-à-dire qu'on a remplacé t par le temps discret. Et ça, on appelle ça la transformée de Fourier à temps discret de S de n, et on le note TF TD, on va le mettre en dessous, TF TD de S de n. D'accord? Donc la transformée de Fourier à temps discret d'un signal discret, c'est-à-dire d'un signal échantillonné, eh bien, ça s'exprime comme la transformée de Fourier en remplaçant l'intégrale par une somme et les instants continus t par des instants discrets NTE. Alors, vous voyez que ici, la transformée de Fourier à temps discret, elle dépend de la période d'échantillonnage. Or, quand on a un signal numérique qui a été acquis, on a une suite numérique. Et on ne sait pas forcément à quelle fréquence d'échantillonnage cette suite numérique a été obtenue. Or, on aimerait bien pouvoir calculer le spectre d'un signal numérique sans connaître la fréquence d'échantillonnage. Donc pour ça, on va définir ce qu'on appelle une fréquence normalisée. La fréquence normalisée, on va la noter F, c'est nu sur nu-e. Et dans ce cas-là, si on calcule le spectre en fréquence normalisée, comme ici vous avez nu fois TE, ça vous fait nu sur nu-e, et donc vous faites disparaître la référence à la fréquence d'échantillonnage.
Ok. Donc voilà l'expression du spectre d'un signal échantillonné en fréquence normalisée. C'est la même chose en remplaçant nu TE par F, qui est la fréquence normalisée. Donc là, vous n'avez pas besoin de connaître la fréquence d'échantillonnage. C'est-à-dire que là, vous allez tracer un spectre, S, E de F en fonction de F. Mais après, pour savoir ce que signifie cette fréquence, il faudra évidemment connaître la fréquence d'échantillonnage. Et ça vous permettra de voir quand même l'allure du spectre du signal. Alors, on va montrer une des propriétés du spectre, c'est qu'il est périodique. SE de nu est nu-E périodique. C'est simple à montrer. Il suffit de calculer SE de nu plus nu-E. Ça vous fait donc la somme pour n appartenant à z des S de n E moins J de pi nu plus nu-E NTE. C'est-à-dire la somme pour n appartenant à z des S de n. Je coupe mon exponentiel en deux. Je vais avoir d'un côté E moins J de pi nu NTE et de l'autre E moins J de pi nu-E NTE. Or, nu-E fois TE, ça fait 1. E moins J de pi n, ça fait 1. D'accord ? Puisque ça vous fait un multiple de pi. Donc au final, qu'est-ce qu'il vous reste ? Eh bien, il vous reste SE de nu. Alors, si le spectre est nu-E périodique, ça veut dire qu'on peut le représenter sous forme de série de Fourier. S de nu est représentable en série de Fourier. C'est-à-dire qu'il existe des coefficients Cn tels que SE de nu est égal à la somme. Alors à la somme pour n appartenant à z des Cn EJ de pi nu TE. Enfin, de pi nu n TE. OK ? Quand vous avez un signal qui est T0 périodique, vous pouvez l'exprimer sous la forme la somme des Cn EJ de pi n nu 0 T. S de T, T0 périodique.
c'est égal à la somme des Cn EJ de pi n nu0 t. OK? Quand c'est un signal temporel qui est T0 périodique, vous prenez nu0, l'inverse de T0. Et vous pouvez exprimer S de t sous la forme somme des Cn EJ de pi n nu0 t. Ici, c'est une fonction de la fréquence qui est nu0 périodique, qui est nu périodique. Donc vous allez avoir une somme de Cn, EJ de pi. Alors, à la place de t, on aura nu. Le n, ça restera n. Et à la place de nu0, on aura 1 sur nu-e, c'est-à-dire te. Alors, regardez cette formule. Ça ressemble étrangement à la formule de transformée de Fourier à temps discret. À la différence près que pour la transformée de Fourier à temps discret, j'ai un moins. Donc il suffit de faire un changement de variable de n en moins n. Donc je peux écrire SE de nu égale la somme pour n appartenant à z des c moins n E moins J de pi nu NTE. Et ça, c'est vrai, quel que soit nu. Or, je sais aussi que, quel que soit nu, SE de nu, c'est égal à la somme pour n appartenant à z des S de n, E moins J de pi nu NT. Par conséquent, je peux identifier ça à ça. Quel que soit n, S de n est égal à C moins n. Et on sait que quand on a une fonction périodique qu'on représente sous forme de série de Fourier, comme ça, on connaît l'expression des C de n. C'est, je vais l'oublier, c'est 1 sur nu-e. Pour l'intégrale de moins nu-e sur 2 jusqu'à nu-e sur 2 de SE de nu EJ de pi nu NTE des nu. D'accord ? C'est l'expression classique d'un coefficient d'une série de Fourier. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier inverse à temps discret. Okay. Donc voilà, j'ai défini une transformée de Fourier à temps discret qui permet d'obtenir le spectre du signal échantillonné à partir des valeurs du signal échantillonné. Et j'ai défini une transformée de Fourier inverse à temps discret qui permet, à partir du spectre SE de nu, de retrouver les valeurs du signal échantillonné. Okay. Alors, si on utilise les fréquences normalisées, c'est un peu plus simple.
Donc, en fréquence normalisée, S de n, ça va être égal à l'intégrale de moins 1,5 à 1,5 de SE de F EJ de pi NF dF. Alors, il suffit de faire un changement de variable de nu en nu sur nu. Et j'obtiens ça. D'accord ? Donc, vous voyez, on a défini un signal échantillonné donc soit comme une suite numérique, soit comme une fonction du temps. Et à partir de la définition comme une fonction du temps, eh bien, on a pu se raccrocher à l'outil classique de la transformée de Fourier. Et en même temps, définir, à partir de la définition comme suite numérique, définir des outils transformés de Fourier et transformés de Fourier inverses propres à cette notion de signal à temps discret, c'est-à-dire des définitions basées sur la définition du signal comme suite numérique et non pas comme fonction du temps. Alors maintenant, on va s'intéresser à la reconstruction du signal. J'ai un signal S de t, fonction du temps. Avec des variations assez rapides, comme ça. Et je l'échantillonne. Voilà. Et ensuite, ce que j'aimerais, c'est, à partir du signal échantillonné, retrouver le signal original. Imaginez par exemple que mon application, ce soit une application télécom. Je parle dans mon téléphone. Je vais numériser ma voix avec ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique. Ça passe par le réseau. Et en réception, mon correspondant, il va avoir un convertisseur numérique analogique. Et il va entendre ma voix. C'est-à-dire que à ce niveau, donc, dans le convertisseur analogique numérique, je vais échantillonner mon signal. Ça va traverser le réseau sous forme numérique, des paquets de 8. Et en réception, il va falloir reconstruire.
D'accord? C'est-à-dire à partir des échantillons transmis, retrouver quelque chose qui ressemble au signal vocal de départ. Alors, vous voyez bien que si je me contente de faire une interpolation de mes échantillons, comme ça ne ressemble pas vraiment au signal de départ. Donc, la question, c'est quelle période d'échantillonnage il va falloir choisir de manière à pouvoir récupérer toute l'information de départ et éventuellement également est-ce qu'il existe une fréquence d'échantillonnage qui permette de récupérer toute l'information. Alors, on va d'abord supposer qu'on a un signal de spectre borné. Le spectre à support borné, exactement. C'est-à-dire que j'ai un signal, donc, le spectre de S de t, S de nu, est restreint à un certain intervalle, moins nu max plus nu max, et on va supposer que nu max est inférieur à nu e sur 2. On va voir ici nu e sur 2 et là moins nu e sur 2. Et je vais écrire S de n de deux manières. S de n, on sait que c'est la transformée de Fourier inverse à temps discret de S de nu. J'ai écrit ça, on a dit que c'était 1 sur nu e fois l'intégrale de moins nu e sur 2 jusqu'à nu e sur 2 de SE de nu EJ de pi n nu TE de nu. Je peux aussi dire que S de n, c'est, par définition, S de NTE. Et dans ce cas-là, si je reviens à une référence au signal AS de t, eh bien S de NTE, c'est la transformée de Fourier classique inverse de S de nu, calculée à l'instant NTE. Donc c'est la transformée de Fourier inverse de S de nu, calculée en t égale NTE. C'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand S de nu EJ
de pi nu NTE. D'accord? Je prends la transformée de Fourier inverse et je remplace T par NTE. Or, S de nu, on sait que c'est nul en dehors de l'intervalle moins nu sur 2 plus nu sur 2. Puisque la nu max est inférieur à nu sur 2. Or, S de nu égale 0 pour nu n'appartenant pas à moins nu sur 2 plus nu sur 2. Par conséquent, cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini se ramène à une intégrale de moins nu sur 2 à plus nu sur 2. Regardez ce que j'ai. J'ai S de n égale une intégrale de moins nu sur 2 à nu sur 2 de S de nu fois quelque chose. Et avec la première expression, une intégrale de moins nu sur 2 à plus nu sur 2 de SE de nu fois le même quelque chose. Et ce, quel que soit le n paramètre du quelque chose. D'accord? Quel que soit n. Par conséquent, je peux identifier S de nu à 1 sur nu fois SE de nu. SE de nu égale nu fois S de nu. Sur l'intervalle d'intégration, bien sûr. D'accord? Quand vous avez deux fonctions qui sont égales sur un même... Enfin, deux fonctions fois le même quelque chose, paramètre de n, égale... dont l'intégrale dont les intégrales sont égales sur le même intervalle, quel que soit le n, c'est-à-dire que sur cet intervalle-là, les deux fonctions sont égales. Je peux effacer ici ? Donc, au départ, j'avais S de nu. Entre nu max et moins nu max. Alors, pour mettre les choses à la même échelle, je vais représenter nu e fois S de nu.
Maintenant, je cherche à représenter SE de nu. D'accord, ça c'est le spectre du signal analogique de départ. Le spectre SDT. Donc sur l'intervalle, je sais que sur l'intervalle moins nu sur 2 plus nu sur 2, c'est la même chose. Et par ailleurs, tout à l'heure, j'ai montré que SE de nu est nueux périodique. Par conséquent, ça va se répéter tous les nueux. Et ainsi de suite. D'accord ? Okay. Donc vous voyez, on a montré d'abord que SE de nu était périodique, et ensuite on a montré que sur cet intervalle-là, SE de nu, c'est la même chose que nu fois S de nu. Et donc ça nous donne SE de nu sur tout R. Alors je reviens à la question initiale, c'était est-ce qu'on peut retrouver, est-ce qu'à partir de S de n, le signal échantillonné, on peut retrouver S de t? Comment je fais pour retrouver S de t à partir de S de n? Non, la transformation de Fourier, c'est juste une représentation. Regardez. Le spectre de S de t, c'est ça. Le spectre de S de nu, le spectre du signal échantillonné, c'est ça. Voilà, on fait juste un filtrage passe-bas et on récupère ça. Vous savez que le spectre, c'est juste une représentation du signal. On a exactement la même information dans le spectre que dans le signal temporel. Donc par filtrage passe-bas, eh bien, on retrouve S de t à partir de S de n. Alors évidemment, pour faire un filtrage passe-bas, ici, il faut prendre S de n comme suite de Dirac. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut prendre une représentation de S de n comme une fonction du temps, puisqu'on a défini la convolution qui exprime le filtrage dans le domaine temporel. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Shannon. Qu'on vient de démontrer. Donc un signal de spectre à support borné. Support borné par numax. Ce qui signifie que S de nu est
est égal à 0 pour nu en valeur absolue supérieure à nu max. Peut être échantillonné sans perte d'information. Si nu max enfin, en général, donc, ça va être échantillonné sans perte d'information à la fréquence nu e, si nu e supérieur ou égal à 2 nu max. Okay. Alors, j'insiste bien là-dessus. La condition nu-e, ce qu'on a démontré là, c'est que la condition nu-e supérieure ou égale à nu max, c'est une condition suffisante. On a montré que si nu-e est supérieur ou égal à 2 nu max, alors on peut reconstruire le signal sans perte d'information. Mais on n'a pas montré que c'était une condition nécessaire. Et d'ailleurs, on verra dans les exos qu'il peut arriver que cette condition ne soit pas vérifiée et qu'on puisse quand même reconstruire sans perte d'information. N'oubliez pas, dans le théorème de Shannon, cette condition-là est une condition simplement suffisante. Alors, en ce qui concerne la reconstruction de manière plus concrète, là je vous ai dit qu'on faisait un filtrage passe-bas du signal échantillonné, mais évidemment, pour faire un filtrage passe-bas, ça suppose qu'on exprime ce signal échantillonné comme une somme de Dirac. Et vous n'allez évidemment pas, avec du matériel électronique, fabriquer des Dirac. Donc, en réalité, ce qu'on fait, c'est on a une formule de reconstruction. Je vous laisse regarder chez vous la démonstration, c'est assez simple. Qui est la suivante. On peut exprimer n'importe quel S de t comme une somme de sinus cardinal pondérée par les S de n. D'accord ? Donc graphiquement, ça vous donne la chose suivante. Vous pouvez retrouver le signal S de t en faisant une somme de sinus cardinal centrée à des fréquences multiples de TE et pondérée chacun par S de n. Donc quand vous faites la somme de tous ces sinus cardinales, vous obtenez S de t. C'est quoi un sinus cardinal ? Sinus cardinal, c'est sinus cardinal de x, c'est sinus x sur x. Alors maintenant, on va regarder le cas général. D'une fréquence d'échantillonnage nu-e quelconque. Et on va voir ce qui peut se passer si on ne respecte pas la condition de Shannon. Alors en fait, je vais faire à peu près la même démonstration que tout à l'heure. C'est-à-dire que la base de la démonstration, c'est d'exprimer S de n
d'un côté comme S de NTE, c'est-à-dire la transformée de Fourier inverse de S de nu, calculée à l'instant t égale NTE, et d'autre part l'exprimer comme la transformée de Fourier inverse, mais à temps discret, de SE de nu. Donc première partie de la démonstration, on exprime S de n comme étant égal à S de NTE. C'est donc égal à la transformée de Fourier inverse de S de nu, calculée en t égale NTE. Cette intégrale, là, je vais la découper en plusieurs petits morceaux. C'est-à-dire que mon intervalle de temps, mon intervalle de fréquence, pardon, je vais le découper de la manière suivante. Je prends un intervalle, je prends que des intervalles entre moins nu sur 2 et plus nu sur 2. C'est-à-dire, je prends tous les intervalles centrés sur des fréquences multiples de nu. OK ? Donc je découpe mon intégrale en plusieurs petites intégrales sur des intervalles centrés sur des multiples de nu. Et je vais faire dans chaque intégrale un changement de variable. Je vais transformer nu en nu moins k nu. Donc S de nu va se transformer en S de nu moins k nu. Mon exponentielle va se transformer en produit de deux exponentielles à cause du nu qu'il y a ici. Donc je vais avoir d'un côté EJ de pi nu NTE et de l'autre côté ça. Quand vous regardez là-dedans, ça, nu fois TE, ça fait 1. Et donc il vous reste E moins J de pi KN, ça vous fait 1 aussi. Ensuite, donc, grâce à mon changement de variable, les bornes de l'intégrale ne dépendent plus de K. Donc je peux permuter la somme et l'intégrale. Donc j'ai une somme de moins nu sur 2 jusqu'à plus nu sur 2, de la somme des S de nu moins k nu, et l'exponentielle là ne dépend pas du K de la somme, donc je la sors de la somme. Première chose. Première étape de la démonstration. Deuxième étape, je dis que S de n, c'est la transformée de Fourier inverse à temps discret de S de nu. C'est-à-dire, par définition, 1 sur nu e fois l'intégrale de moins nu e sur 2 à plus nu e sur 2 de S de nu, etc. Et ensuite, regardez, quel que soit n, j'ai S de n égale ça et S de n égale ça. Donc ça égale ça. Donc j'identifie S de nu, c'est la même chose que la somme pour k appartenant à z des S de nu moins k nu. Donc ça veut dire que le spectre du signal échantillonné, de manière générale, c'est la superposition, c'est la réplication du spectre original centré à des fréquences multiples de nu. On va faire un dessin. Donc ici, alors on va supposer qu'on ne respecte pas les conditions du théorème de Shannon. C'est-à-dire que nu va être plus petit que 2 nu max. On va prendre par exemple nu S de nu comme ça.
Okay, donc là, j'ai le nu max. Vous voyez bien que nu max est plus grand que nu sur 2. Je ne respecte pas le théorème de Shannon, la condition de Shannon. Donc, ensuite, je vais représenter nu fois S de nu moins nu. Donc, nu fois S de nu moins nu, c'est ça décalé de nu. Je vais le faire dans une autre couleur, ce sera plus clair. Là, j'ai nu fois S de nu moins de nu, et ainsi de suite. Et pareil dans les négatifs. Et là, si je reprends la formule, le spectre du signal échantillonné, c'est la somme de tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous faites le filtrage passe-bas? Allez, si on fait comme tout à l'heure, un filtrage passe-bas entre moins nu sur 2 et plus nu sur 2. Eh bien, le spectre du signal que vous récupérez, il ressemble au spectre original autour de la fréquence 0. Par contre, vers les hautes fréquences, il est déformé. Et puis, bien sûr, vous avez perdu la partie encore plus haute fréquence. Okay. Alors, on va voir une illustration de ça. Alors, on va d'abord le voir sur un signal de musique. Exemple. Là, j'ai un signal de musique avec un spectre qui va à peu près jusqu'à 15... Attendez. Jusqu'à 16 kg. D'accord? Donc le spectre va jusqu'à 16 kg. Et dans un premier temps, je mets une fréquence d'échantillonnage à
48 kg. Si je fais ça, il n'y a pas de problème. J'ai bien nu E supérieur ou égal à 2 nu max. Ensuite, je prends nu E égale 24 kHz. Et donc là, j'ai 16, là, 24, oui. C'est la fréquence maximale du spectre. C'est-à-dire que vous n'avez aucune fréquence supérieure à 16 kg. Donc je prends nu E égale 24 kHz. Ça va me faire ça. Voilà. Donc là, je vais avoir le même phénomène. Alors ça s'appelle un repliement spectral. Repliement spectral. Et on trouve souvent le terme anglais qui est spectral aliasing. Voilà. On prononce souvent à la française spectral aliasing. Alors voilà celui échantillonné à 48 kg. Ah, attendez, j'ai un petit problème de son. Donc ça, c'est échantillonné à 48. Ensuite, je l'échantillonne à 24. Donc qu'est-ce que vous voyez comme différence? Hein? La voix est plus aiguë. C'est-à-dire qu'il s'est passé la même chose que là. C'est-à-dire que le spectre a été déformé dans les hautes fréquences, et en particulier, on a rehaussé le niveau des hautes fréquences à cause du repliement spectral. D'accord? Les hautes fréquences, ça correspond aux sons les plus aigus. Et ici, ça a été relevé. Alors, deuxième exemple. Là, j'ai de la voix. C'est de la voix téléphonique. Donc, elle a été filtrée de telle manière que la fréquence max, ce soit 4 kHz. Je l'échantillonne d'abord à 8 kg. Donc, normalement, là, c'est bon. À 8 kHz. J'ai bien nu E supérieur à 2 nu max. Supérieur ou égal. Ensuite, je prends nu E égale 4 kHz. C'est-à-dire, je prends nu E égale nu max. Donc là, je vais avoir un énorme recouvrement comme ça. OK? Donc là, vous allez voir. D'abord à 8 kg. Les objets et l'argent circulent sans finalité. Les amoureux se tenaient par la taille. Et ensuite à 4 kg. Les objets et l'argent circulent sans finalité. Les amoureux se tenaient par la taille. Donc tout à l'heure, on avait juste dégradé un peu les hautes fréquences à cause du petit recouvrement qu'on a ici. Et là, les différentes réplications du spectre se mélangent complètement.
Ce qui fait que ça déforme complètement le son. Voilà. C'est ce que j'ai expliqué. Le spectre du signal échantillonné, c'est la somme des réplications du spectre du signal original. Et si ces réplications, qui sont toutes translatées d'un multiple de nu, si ces réplications se recouvrent, eh bien on a ce phénomène de repliement spectral. Le repliement spectral, c'est ça, c'est le fait que les réplicas se recouvrent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.